Salut Marc et Smart et bienvenue dans Catch Up Raw, votre émission hebdomadaire d'analyse du catch à Monday Night Raw avec l'équipe du Cachup. Et cette semaine, changement de roster total puisque vous retrouvez la vieille équipe, les vieux rabougris, c'est-à-dire moi, Hank, et notre cher Ringside. Salut Ringside. Salut. Et cette semaine, Monday Night Raw est, je ne vais pas dire historique, mais lourd de conséquences, je pense, sur la suite du futur de la WWE. Bref, bon, je vais arrêter de faire de la poésie. Ce soir, on aura un rematch de donc Sasha Banks contre Alexa Bliss pour la ceinture féminine. On aura une signature de contrat Roman Reigns contre John Cena et une allocution de la bête Brock Lesnar. La bête. Et on a commencé cette soirée avec le Miz. Alors du coup c'était à Memphis, hein, voilà, pour les gens qui veulent à chaque fois savoir où c'était. C'était à Memphis. Ringside, as-tu une anecdote sur Memphis? Non. Voilà, merci. Désolé. Non, Ringside, si vous connaissez bien Ketchup, Ringside est spécialiste pour avoir des anecdotes sur les villes. Donc ça commence avec le Miz, qui est au milieu du ring avec le mistourage et commence, il veut essayer de parler de respect et il se fait couper dès qu'il dit le mot respect. Et là Kurt Angle arrive sous les habituels you suck, hein. Il est venu dire que le Miz n'avait peut-être pas d'adversaire pour WrestleMania, mais il en aura un à No Mercy. Et là, le Miz reprend la parole et explique de façon très justifiée que Kurt Angle ne connaît pas le respect. Donc, il lui sort la définition du dictionnaire, hein, je sais plus ce que c'est le dictionnaire américain, mais bref. Angle lui annonce carrément que le Miz aura un championship match la semaine prochaine, même avant No Mercy, contre le gagnant du prochain match. Et le prochain match, qu'est-ce que c'est? C'est un Battle Royale. Et oui, on n'a plus d'idée. Battle Royale. C'est un peu sec. Bon, voilà, c'est un peu le signe qu'ils ont plus d'idées quand ils font des Battle Royale dans les weekly. Donc, cette Battle Royale est réunie qui si je n'oublie personne, on a le Big Show qui s'est rasé, Jeff Hardy, Matt Hardy, Finn Balor, le Mistourage, Kalisto, le Drifter, Jason Jordan, Apollo Crews et le club. Voilà. Du beau monde. Donc voilà, il y a ce qu'il faut. Du beau et du beau et du laid monde. Mais voilà. Alors, ce match, il commence par Big Show qui massacre tout le monde, hein. Jusqu'à ce que le club et Balor réussissent à le jarter ensemble dans un petit moment tout sweet, comme disent les fans. Et donc le Mistourage est tout fier d'éliminer ensuite R-Truth. Ça c'était très drôle. Ils ont éliminé R-Truth et juste après ils ont fait wow, trop bien. Le Drifter a éliminé Drifter a éliminé Apollo Crews, hein, aussi avec un magnifique coup de poing dans les genoux. C'était un spot assez étrange. On a eu aussi un sympathique duel entre Matt Hardy et Anderson sur le bord du ring, qui s'est fini avec Anderson qui se prend le poteau et donc qui tombe. Mais Gallows pas content, hein, Gallows il était éliminé, il était à terre enfin à terre, il était au sol. Et à ce moment-là il tire Matt du ring pour le faire tomber. Donc il reste plus que Jeff dans le ring des frères Hardy. Le Miz est aussi là aux alentours du ring un peu pour intervenir et sauver le Mistourage, hein, à droite à gauche. Après un gros festival de Finn Balor, hein, qui fait ça, ses fameux front dropkick, son sling blade et compagnie. C'est l'heure du duel Balor contre Jeff Hardy. Et Jeff balance un double dropkick sur lui, puis il tente le Twist of Fate, mais Balor le piège dans un Sling Blade, hein, puis l'enterre avec un front dropkick. Vous avez compris, Balor c'est front dropkick
Swing bait, front up kick. Mais comme les choses commencent à être meilleures dans le match, il y a de plus en plus de bons catcheurs, eh bien il y a quelqu'un qui adore gâcher les bons moments, eh bien c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt qui arrive de nulle part, on éteint la lumière, Bray Wyatt il est là, et il balance Balor dehors. Voilà, donc Bray Wyatt, Finn Balor, c'est toujours là, c'est dommage. Donc on passe à Jason Jordan qui fout des souplexes de partout et il élimine le mistourage. Puis Elias Samson, donc il élimine le mistourage puis Elias Samson, mais Jeff Hardy est derrière en roublard et il finit le travail en poussant Jason par-dessus la troisième corde. Par-dessus. Merde, j'aurais dû prendre mon temps pour qu'on la fasse ensemble. Donc, ce sera Jeff Hardy contre le Miz la semaine prochaine pour le titre intercontinental. Finalement, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses, Ring ? Ouais, on s'interrogeait la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur l'avenir de Jeff Hardy en solo. Ben voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Face au Miz en plus, donc un adversaire de choix pour le titre intercontinental. Donc c'est plutôt du tout bon pour Jeff Hardy. Puis on est content de voir un peu le truc se renouveler, là, de partir sur un truc qu'on n'attendait pas vraiment. Et puis c'était une belle petite Battle Royale. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien booké avec Kurt Hawkins qui se fait virer dès le début. Les Gallows et Anderson qui travaillent ensemble pendant tout le match. La petite réunion, là, le petit tease de réunion avec le Balor Club, c'est pas mal. Jason Jordan qui élimine le mistourage, Jeff Hardy en roublard, Apollo Crews qui se fait éliminer pendant la pub. Tout ça, c'était intelligent, c'était cohérent. Moins le bordel que d'habitude. Alors, quelques spots qui n'étaient pas terribles, comme tu l'as dit, l'élimination d'Artrouff, mais sinon, c'était bien troussé. Et puis, le résultat est surprenant. Donc, un début de show qui commence sur des chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Ok. Tandis que j'étais en train de vérifier mon micro, mais tout va bien. J'ajouterais juste une chose, si tu me le permets. Je te le permets. Bray Wyatt, putain, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est fini sa rivalité avec Finn Balor. C'est pas possible. C'est la seule mauvaise nouvelle de ce match. C'est le point noir. C'est le point noir. Et puis donc le pauvre Finn. Parce que finalement Bray Wyatt, maintenant moi je commence à me dire bon, peu importe Bray Wyatt, mais pauvre Finn Balor. Qui pourrait quand même avoir un programme un peu plus intéressant, au moins contre quelqu'un. Finn Balor, il est tout frais de l'arrivée dans le main roster. On pourrait le mettre avec quelqu'un d'autre quand même. Donc voilà, on a la séquence Amore avec Enzo qui est venu au micro. Alors bon, si vous le savez pas, la semaine dernière, il a annoncé son arrivée à 205 Live. Et puis je crois dans une séquence où il y avait Neville, donc carrément il arrive et puis il veut le titre. Mais donc il vient au micro et puis il vient dire qu'il a prouvé qu'il pouvait battre les géants donc 7 foot comme Big Cass, et puis que de toute façon quiconque tente de l'embrouiller, il finit toujours mal. Parce que voilà, il est trop badass tout ça, et puis bon, il parle pas du tout du fait que c'est Big Show qui a fait tout le travail. Et puis ensuite il dit ouais, en plus moi je sais tout faire, je sais danser, je sais plus quoi, chanter ou un truc comme ça. Et quand je parie sur Mayweather contre McGregor, alors je sais plus, il a dit un truc des gens. Ouais, c'était un truc que je pense qui était en relation donc du coup avec Mayweather McGregor où il disait que voilà, il avait quand il venait à un match, il savait qui allait gagner et tout ça. Il est doué ce garçon. Ouais, voilà. Et puis c'était un petit peu aussi pour alors ça c'est vraiment les gens, les nerds comme nous, qui regardent un peu les Twitter des catcheurs. Donc du coup c'était un peu pour répondre à Samoa Joe la semaine dernière qui s'est foutu de sa gueule parce que Enzo Amore avait dépensé je sais pas combien de milliers de dollars pour aller à ce match, tandis que Samoa Joe avait acheté un poulet. Donc il avait dit meilleur deal. Donc Noam Dar
contre Enzo Amore. C'est le match de ce soir. Donc, je vais pas vous le raconter. Hein, c'est Enzo Amore qui a gagné avec un finish très étrange. Hein, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc genre le truc désespéré ou je sais pas quoi. Enfin, en clair, il est par terre et puis il fout un kick sur le visage du mec. Mais en fait, c'est très très bizarre. En fait, il se tient avec un bras de son adversaire et il lui fait un coup de pied dans le visage. Ouais, enfin, c'est surtout qu'il a botché la prise. Hein. Normalement, ça écrase mâchoire. C'est la prise de finition de Gail Kim, pour ceux qui suivent un peu les knockouts de la TNA. Voilà, mais il a très mal fait. Hein. C'est le pied passé largement à côté du visage. Ouais, mais j'ai du mal à comprendre que c'était un finish pour le coup. Donc voilà, rien à dire. Est-ce que, j'allais dire, à part que Noam Dar mérite pas ça. Bon, Noam Dar mérite pas non plus mais là, tu te dis quand même, c'était un sale match quoi. Même les matchs de Noam Dar contre Rich Swann ou autre qui passe à Raw, tu vois, même ça c'est moins pire que ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Moi je me disais qu'au début ils allaient peut-être profiter du truc pour permettre aux cruisers de dérouler, tu vois, c'est utiliser Enzo comme un punching ball. Ouais. Mais c'était les 3 premières minutes du match et puis après il n'y avait plus rien du tout. Voilà. On a eu une interview de Neville juste après pour suggérer donc du coup que carrément Enzo il va à la conquête du titre et c'était à peu près le seul moment marrant de ce passage parce que Neville il disait si maintenant ma plus haute compétition c'est Enzo Amore, je serai champion pour toujours. Et après je suis plus il a fait à jamais. Forever and never. Forever and never. Bref. On va passer donc à la Beast Brock Lesnar qui arrive dans l'arène. Donc Heyman, bien entendu, prend le micro et puis il explique que Braun Strowman est le seul qui mérite d'affronter Brock Lesnar. Il rappelle que Strowman, à SummerSlam, il a power slamé Brock Lesnar à travers une table 2 fois de suite, et en clair il dit qu'il a carrément martyrisé Lesnar, et puis ensuite il dit j'ai une preuve vidéo. Donc j'ai trouvé la séquence assez étrange parce que t'as Lesnar qui est juste à côté, il est en train de vaguement démonter finalement la puissance de Lesnar. Mais donc il nous dit j'ai des preuves vidéo et tout ça, et puis donc on nous montre un playback habituel de la semaine dernière où Braun Strowman donc du coup est arrivé vers la fin du show et puis a vraiment démonté Brock en morceaux, et à la fin il a pris la ceinture pour fanfaronner. Donc Heyman est interrompu à la fin de son speech par Lesnar qui prend le micro pour dire ce sera Suplex City Beach à nos merci. Donc voilà. Séquence sympathique. Standard. Y a pas assez exceptionnel que Brock Lesnar parle, mais il n'a pas dit grand chose de suffisamment intéressant pour ce que j'ai trouvé exceptionnel, par contre, désolé de te couper, mais ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est à quel point Heyman il était vraiment là. Il a presque trop vendu, je trouve, Strowman, dans le sens où à côté, en fait, tout ce qu'il était en train de raconter, il n'y a pas un seul moment où il a dit mais Brock Lesnar ou mais attention, mais truc. Il a juste dit non, Strowman il est inarrêtable, il a ridiculisé mon client et tout. Alors pourquoi t'es son avocat? Il faut. Là, pour il n'était pas très inspiré, man. Cette semaine. C'est un peu trop justement penché vers Strowman. Mais une séquence plutôt cool. Efficace et pas cher. C'est Heyman que je préfère. On passe à Seth Rollins contre Cesaro. Donc Seth Rollins contre Cesaro. Bon, il y a une faute depuis que donc Rollins et Ambrose ont gagné les ceintures tag team à SummerSlam. Bon, on continue sur la faute de Cesaro Sheamus, Rollins Ambrose.
Et donc Rollins il arrive et puis il est accompagné d'Ambrose, ils montent bien leur ceinture tout ça, Sheamus et Cesaro aussi, donc tout le monde est là pendant pendant le match, et donc ce match il commence par que je me souvienne, euh, Cesaro, oh là là, il commence par une super musique ce match. Non, oui, donc du coup, j'avais noté que ouais, Cesaro, en fait, j'ai noté que des spots en fait. Il fait un moment deux souplesses de suite en restant au sol juste après la première souplesse. Enfin, il fait son magnifique backbreaker. À un moment, il aligne 3 clotheslines sur Rollins sans bouger, hein, sans élan. Juste, il relève Rollins, il refout une clothesline. Des Rainmaker. Donc Rollins s'en prend quand même plein la gueule pendant la première partie du match. Hein. Et il arrive à revenir avec un Enziguri, un Sling Blade parce que finalement c'est pas la propriété de Balor. Et il enchaîne avec un Blockbuster. Et ensuite il powerbomb Cesaro sur le poteau. Mais se fait distraire juste après par Sheamus. Et malgré l'intervention d'Ambrose, qui est venu un peu pour... Enfin, Sheamus qui arrivait vers le ring, Ambrose qui arrive pour plaquer Sheamus contre la barrière, ça ne suffit pas et Rollins se fait distraire. Il se prend un uppercut. Victoire de Cesaro donc. Et après le match, il y a Sheamus qui dit... Oh bah dis donc, moi ce qui me dirait bien c'est de me taper Ambrose puisque Cesaro s'est tapé Rollins. Donc on part sur Ambrose contre Sheamus. Donc Sheamus veut se taper Ambrose alors. Voilà, Sheamus veut se taper Ambrose. Non mais vous m'avez compris. Donc Sheamus réduit Ambrose en bouillie à coups de prise de soumission, aussi du backbreaker, et lorsqu'il tente le brogue kick, Ambrose contre en Dirty Deeds, mais ça ne marche pas. Ambrose ensuite réussit à caser donc du coup une clothesline, et juste après Rollins tente d'empêcher Cesaro d'intervenir, et il part à ce moment-là à travers le ring, passe dans la diagonale devant le poteau. Cesaro donc tente de le suivre, mais il se fait arrêter par l'arbitre. Donc l'arbitre n'a pas vu Rollins mais a vu Cesaro dans cette séquence assez débile. Sheamus est à deux doigts de sortir un nouveau backbreaker pour finir Ambrose, mais Rollins donc du coup qui a réussi à passer derrière lui fait son coup de genou là, son espèce de finisher. Il a même pas de nom ce finisher je crois, donc Ambrose case justement juste après son Dirty Deeds. Victoire des babyface. Voilà, un partout, la balle au centre. C'est ça. C'était plutôt sympa tout ça. Pas transcendant, pas très novateur, face à face, un contre un, chacun de son côté, mais on a eu du beau catch. En même temps, c'est normal avec les gaillards qu'il y avait dans le ring. C'est la même génération un peu tout ça, Rollins, Ambrose et le père Cesaro. Sheamus il est un peu plus vieux mais il a une nouvelle jeunesse. Au commentaire on nous a rappelé que Rollins et Cesaro à NXT c'est la même promotion, Enfin, Cesaro je crois est monté plus tard. Attends. Si ouais il est monté plus tard il me semble Cesaro. Non peut-être pas, peut-être même avant. Je sais pas. Enfin, c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, il a pas fait. Il est revenu à NXT après Cesaro. C'est pour ça. Mais ils ont à la FCW ou le WWE. Bien, quoi. Ils étaient là avant que NXT devienne NXT en fait. C'était quand c'était encore le centre de formation et ils ont déjà beaucoup catché ensemble dans cette fédération là où on entraîne les gens à devenir des stars. Les centres de formation de l'époque, ils avaient déjà raconté qu'à l'époque ils trouvaient qu'ils avaient bien tous du talent et que normalement quand ils seraient dans le main event ça ferait des étincelles. Voilà, ils y sont et puis effectivement le show est là, le spectacle est là. Ce qui est marrant c'est qu'ils avaient raconté dans un Table for Free que justement à l'époque ils étaient frustrés de pas pouvoir être plus en vue parce que c'était pas la FCW ou la WWE, c'était pas très visible à part quelques vidéos sur internet. Je crois qu'ils avaient un deal avec une chaîne locale. Voilà. Mais le public était ridicule justement au niveau même s'ils avaient
En fait, je l'ai lu dans le bouquin justement NXT, dont je vous promets la review depuis 60 ans, ça va arriver un jour. Mais c'est jamais. Hein. Donc du coup, ils disent dans le bouquin qu'ils attiraient genre 50 personnes, pas plus d'une centaine de personnes à leur show. Quand on pense que là-bas, même si c'est pas la grande époque, enfin c'est pas l'époque de la NXT qu'on connaît aujourd'hui, quand même là-bas il y a eu beaucoup de mecs, il y a eu Bray Wyatt, il y a eu beaucoup de stars qui ont commencé là-bas. Enfin Bray Wyatt, c'était Husky Harris quoi, mais bon, c'est pas aussi glorieux. Mais oui, donc clairement, ça se voit. Après, tout le monde est censé avoir une bonne alchimie, mais clairement, ils font des beaux matchs. Et si seulement ils donnaient autant d'importance, bon après, maintenant il est en tag team, ça marche. Mais si seulement ils avaient donné une carrière solo à Cesaro, une feu de Cesaro Rollins. Ça aurait sûrement donné des matchs incroyables. Je crois que ça arrivera jamais, mais bon. Parce qu'ils reconnaîtront jamais, enfin, ils laisseront jamais sa chance, je pense, à Cesaro, quoi. Il a sa chance maintenant. Après, oui, non, on verra bien, mais c'est sûr de le lancer en solo. Ouais, c'est sûr qu'il a pas. Ça sent quand même qu'il c'est pas dans leur projet. Ouais, et donc mon anecdote que je n'ai pas terminée du coup. D'accord. Et elle va avoir moins d'impact maintenant, alors je sais pas si je vais la terminer. C'est simplement qu'à l'époque il rageait parce qu'il y avait des affiches de je sais plus quel pay-per-view où l'affiche c'était la tête de Sheamus en gros. Ah, d'accord. Et ils avaient la haine contre Sheamus. Et bien aujourd'hui ils catchent et Sheamus est dans le lot et il fait partie de leur storyline vraiment bien imbriquée. Comme quoi les choses changent. Et ouais, Cesaro, non, pour l'instant, de toute façon, ils sont là, même Rollins et Ambrose, finalement, c'est des gens qui devraient être plus haut dans la carte. Là, maintenant, ils ont leur place autour de la ceinture tag team, mais il faut reconnaître que ça fonctionne bien. Donc, autant qu'ils restent là un moment, ça donne de la valeur à la ceinture. Au niveau du main event, c'est un peu bouché, à moins qu'ils aillent à SmackDown. Mais je sais pas s'il y a grand monde qui veut aller à SmackDown. Moi, je pense pas que. Enfin bon, après, je vais peut-être être un peu méchant. Je pense pas qu'Ambrose mériterait d'être plus haut dans la carte. Enfin, Ambrose, il a vendu. Hein. Après, là, moi, j'aime bien hein, comme il est là en ce moment. Hein, la manière dont il a catché cette semaine, c'était bien cool. J'aime bien Ambrose quand il est dans des moments comme ça. Il est capable de sortir des sacrés promos, mais ils l'utilisent pas correctement, Ambrose. Ouais, mais on l'aime. Je pense qu'on l'aime beaucoup plus en tag team justement parce que Ambrose, enfin le style Ambrose est bien meilleur quand on lui donne 2 minutes, enfin des bouts de 2 minutes dans un match où il va à 100 à l'heure. Plutôt que essayer de lui faire un match de 15 minutes dans un pay-per-view qui du coup à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois ces 2 dernières années, à chaque fois qu'on lui a donné un gros match en pay-per-view, c'était quand même un peu pénible parce que il a pas je pense pas qu'il a un registre assez grand pour s'adapter à justement à du solo contre des mecs qui Après, aller à SmackDown, c'est une punition quand même. Hein. Je pense qu'il a dû aussi. Enfin, c'est vécu comme une punition par les catcheurs. Hein. Je pense qu'il a dû être démotivé aussi pendant un moment de finir en kick-off dans certains shows. Je crois qu'à WrestleMania, il était en kick-off, Ambrose. Ouais. Voilà, il n'a pas eu non plus un traitement qui était super motivant pour lui. Hein. Donc, quelque part, c'est aussi normal qu'il ait comme ça ses baisses de régime. Mais là, je trouve que pour Seth Rollins, lui, ça fonctionne bien. Seth Rollins aussi, je trouve qu'il était très mal utilisé aussi sur la dernière année. Mais voilà, là, ils ont les ceintures tag team, ils ont un spot qui est important. Ça fait le spectacle. Là, pour moi, c'est ce qu'il faut à la place où il faut. Et j'espère qu'ils vont rester sur cette rivalité-là pendant un petit moment, parce qu'il y a moyen quand même de faire un paquet de matchs et un paquet de trucs spectaculaires. C'est quand même les meilleurs du roster, un petit peu tout cela. Et j'ai bien aimé le fait que malgré... en fait, on nous aurait mis ces 2 matchs annoncés dès le début et séparés de, je sais pas, 2 autres matchs, etc. Ça aurait sonné très classique. Mais j'ai bien aimé la façon dont ils ont construit le truc, où ils n'ont pas annoncé le 2e match, où à la fin du premier, c'était genre, hop, il y en a un autre. Et du coup, on se disait, on va avoir l'autre. Enfin,
le fan de catch de base sait que l'autre rencontre, on va l'avoir la semaine prochaine. Ouais, voilà. Ça. Donc là, ils ont fait les deux. C'était plutôt bien construit. Bon, allez, on va passer un moment un peu pénible. C'est Emma qui est en coulisses et qui fait genre ouais mais hashtag machin il traîne de trop la semaine dernière j'étais encore trending topic sur Twitter et donc elle dit ça en fait à Mickie James qui est juste à côté et Mickie elle lui dit écoute et puis ah oui non et Emma lui dit en plus, les gens ils reconnaissent toujours pas que j'ai démarré la Women's Revolution et tout ça. Et donc Mickie James lui dit bon écoute, on a un match ce soir. Si je gagne, tu me promets de ne plus jamais dire que tu as commencé la Women's Revolution. Et si je perds, j'utiliserai le hashtag que tu veux sur mon Twitter. Je posterai tout ce que tu veux. Donc voilà, un suspense haletant. Et donc Emma contre Mickie. Au début déjà on apprend que Emma a une nouvelle musique qui est toute pourrie. Mickie James est toujours une quarantenaire qui s'habille chez Jennifer. Donc après un match franchement un peu pourrave, plein de semi-botch en seulement 3 minutes, Emma gagne sur un roll-up. Un roll-up j'ai noté ridicule où Mickie doit relever les jambes pour que l'Australienne fasse le tomber, mais largement relever les jambes. Et on remarque à la fin, pour couronner le tout, qu'elle a amoché Mickie, Mickie qui a la lèvre qui saigne. Donc voilà. Bon boulot. Donc j'ai noté à la fin, Emma, je crois qu'il va falloir que tu partes de la WWE là. Il va falloir que tu t'en ailles parce que à moins d'être fan de cette place de souffre-douleur qu'ils lui ont mis, parce que finalement c'est une sorte de mode la WWE, j'ai l'impression ces derniers temps, c'est des moments ils gardent quelqu'un ou alors quelqu'un qui est un peu écarté, qui fait quelque chose de mal ou alors qui froisse quelqu'un en coulisses, ils le font revenir mais pour vraiment le ridiculiser quoi. Donc Emma elle est partie sur cette voie, c'est moi je trouve que c'est la catastrophe. Enfin moi j'ai juste pas envie de voir ça. J'ai pas personne n'a envie de voir ça, je crois. Est-ce que ça c'est un push quand tu donnes du temps d'antenne à quelqu'un, c'est un push. Donc là, je sais pas, c'est un push qui sert à rien à part enterrer Emma, à moins que on enchaîne peut-être sur une rivalité, mais je pense pas qu'elle va aller s'incruster dans la rivalité sur la ceinture, parce que visiblement ça se passe entre certaines personnes qui sont déjà dedans depuis un moment, donc c'est vraiment, on est dans l'inefficacité totale, c'est même plutôt désagréable à regarder, et puis ça tend à détruire une potentielle superstar, donc c'est un peu zéro pointé sur toute la ligne quand même. Oui, voilà, ça enterre Emma, ça enterre encore plus Mickie James qui franchement, je veux bien que on n'imagine pas Mickie James repartir vers la ceinture, mais donnez-lui de temps en temps une victoire quoi. Mickie James elle se fait massacrer en permanence quoi, c'est au bout d'un moment. Donc on va passer là à un sujet sérieux. Un sujet très très sérieux. Aux choses sérieuses. Le segment qui va faire de ce Raw un Raw très important, je pense. Reigns. The Bar. The Bar. Reigns contre Cena. La signature de contrat. Donc Kurt Angle est au milieu du ring et Cena arrive. Au passage, j'ai fait un bon check à Jerry Lawler. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est Jerry Lawler qui remplace ce soir Booker T qui est à Houston, qui est en train de s'occuper de sa famille, puisque en ce moment, est-ce qu'il est fini? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un ouragan qui est passé au Texas par Houston et qui a fait d'énormes dégâts. Donc voilà. Et donc Michael Cole rappelle que Reigns contre Cena ça mérite WrestleMania, même si en fait c'est à ce pay-per-view qu'on appelle No Mercy. Donc Cena nous explique en arrivant qu'il est revenu pour ce genre de match, pour calmer le Big Dog, il ajoute quand même que Reigns a été protégé tout au long de son chemin de victoire, et il dit que Reigns
ne veut pas se battre contre John Cena, enfin contre Super Cena, hein, parce que voilà, ça pourrait ternir sa réputation de homme imbattable, tout ça. Donc le Big Dog, Roman Reigns, il arrive. Et il dit que Cena il se croit bien trop important et en fait il l'est pas vraiment, et puis il dit désolé mais au moins il y a quelque chose que moi j'ai fait et que t'as jamais pu faire. J'ai envoyé à la retraite l'Undertaker à WrestleMania. Et Cena à ce moment-là il part en vrille. Il y a un plomb qui pète. Et il commence en disant: tu entends ce public, peut-être qu'il me boue, etc. Il y en a même qui veulent que mon personnage change. Mon personnage. Ils veulent que je tourne heel. Et d'ailleurs, il voit clairement. Donc du coup, en parlant de Roman Reigns, ce public, il voit clairement que tu n'es qu'un produit de l'entreprise WWE. Tu es un cheap John Cena bootleg et je ne suis pas un vieux retraité avec une hanche blessée, entre parenthèses comme l'Undertaker. Je suis au top de ma forme, le plus rapide et le plus fort que j'ai jamais été, et si tu m'affrontes, ton empire va s'effondrer. C'est au moment de la défense de parler. Roman tente la répartie. Il ne te boue pas pour que t'aies un heel turn, mais parce que tu suck. Tu suces. Tu suces, voilà. Des bips en enfer. Et voilà. Et donc, et à ce moment-là, en fait, Roman Reigns, il a pas fini sa phrase, mais en fait, il a un blanc. Il fait, mais aussi, c'est plus ce que j'allais dire. Et là, Cena, il l'enterre. Mais alors là, j'aime pas l'expression généralement enterré, mais là, on peut pas dire autre chose. Il l'enterre littéralement sur place, alors que Roman Reigns donc est en plein blanc. Il dit: continue, j'ai tout mon temps. Ça s'appelle une promo, gamin. Si tu veux réussir, faut que tu la réussisses. Alors vas-y. Du coup, Reigns réussit à finir finalement en disant: t'es juste un yes man qui apprend à devenir et à faire n'importe quoi pour la compagnie. T'es juste une fake ass bitch. Reigns continue en le traitant de part-timing fake ass bitch. Enfin bref, on sent le mec qui a plus d'inspiration, quoi. Donc voilà, il dit aussi que Cena ne revient que si le chèque est assez grand et que dès qu'il sort du bus, il a sa pelle. Alors en plus, au moment où il dit ça, qui est l'argument répété, en plus il dit shuffle à la place de shovel. Donc du coup, c'est genre là, c'est la sortie de route totale. Et ensuite, donc du coup, qu'est-ce qu'on avait voilà, il le traite de backstabbing shark, un requin qui assassine les jeunes talents. Et alors Cena reprend la parole parce qu'il va pas laisser Reigns s'en tirer dignement. Non. Il faut l'achever. La bête est à terre. Et alors que j'ai noté quand même, Roman avait réussi à terminer sa promo à peu près proprement, quoi. C'est une de ses meilleures promos. Voilà, et il se lance donc et il dit: attention gamin, parce que t'as réussi à faire une semi bonne promo, enfin en 5 ans t'as appris à faire une semi bonne promo, mais maintenant je vais t'expliquer comment ça se passe. Et alors là il lui dit: t'as mis 5 ans à faire une promo à moitié décente, ça je l'ai déjà dit, et maintenant je vais te montrer. Tout le monde croit que j'ai une de ces mythiques pelles pour enterrer les gens, et pourtant ça fait 5 ans que j'ai pas main eventé WrestleMania. J'ai été le match de début de show à SummerSlam, j'ai utilisé l'US Championship pour introduire de nouvelles superstars à WWE, et toi, quand t'as eu l'US Championship, tu l'as pris comme une punition. Et tu sais pourquoi je suis encore là? Parce que tu sais pas faire ton boulot. On m'a parlé pendant des années de ce nouveau champion incroyable, et je le vois aujourd'hui, je l'entends, et je me dis que tu devrais avoir honte, parce que je fais ça en part-time mieux que tu pourrais jamais le faire en full-time. Allez. Roman Reigns signe le contrat, balance la table, mais là le club arrive. Donc je vais vite fait raconter le match. Donc il s'appelle les Good Brothers maintenant, il les traite de nerd, tout ça.
Pendant le match, Cena maîtrise le club et troll, enfin il se moque un peu de Roman Reigns, tout ça. Et puis Roman Reigns se moque de Cena dès qu'il se prend un coup, tout ça. Et puis ça se finit avec un hot tag donc de Roman Reigns qui spire, je ne sais plus si c'est Gallows ou Anderson, mais à ce moment-là, Cena lui il maîtrise, enfin il fait aussi un finisher, je ne sais plus ce que c'est, sur l'autre. Parlons de cette promo. Alors moi je fais partie, alors je pense que je suis dans une minorité, mais alors tellement infime dans les fans. J'ai du mal avec cette promo. Ah, elle est pas parfaite, hein. Elle est violente, elle est historique peut-être, mais elle est pas parfaite. J'ai du mal avec la violence de cette promo. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'il y a des gens en coulisses qui sont genre des... C'est un peu comme avec Emma finalement. En fait, c'est un peu, mais en pire. Mais c'est un peu comme avec Emma, c'est-à-dire que on sent qu'il y a quelqu'un, ou plutôt plusieurs personnes, mais qui ont décidé à un moment d'appuyer. Genre, on push Roman Reigns, et à un moment c'est genre, ah mais en fait maintenant ça nous ferait un angle trop bien si on l'enterrait totalement et si on était d'accord avec les fans. Et là ils appuient sur le switch. Et je sais pas. Je pense que bien sûr c'est prévu. Roman Reigns sait qu'on va genre entre guillemets l'enterrer et le critiquer. C'est aller trop loin pour moi. C'est aller franchement genre largement trop loin. Au-dessus. Là Cena il lui a balancé des trucs qui sont... Et après, on nous fait croire qu'il y a un match et qu'à la fin, ils se regardent et genre Cena, il le respecte et tout, il lui fait le regard genre sérieux, genre ok, t'es badass et tout. Non, c'est trop tard. Non. Pour moi, c'est trop tard. Limite, John Cena, le truc, c'est que sa promo est trop violente pour ensuite me dire... pour ensuite que Cena aille me dire la semaine prochaine, ah ouais, Roman Reigns, c'est le match du siècle. Non, c'est pas le match du siècle, tu viens de dire que c'était une sous-merde. Tu viens de dire que c'est une merde qui mérite pas sa place, qui a été placée par l'entreprise, qui sait pas faire une promo, qui a pas confiance en lui. Roman Reigns pendant la promo de Cena, même s'il était prévenu, franchement, on le sentait limite tétanisé sur certains moments. Même si après il s'est rattrapé, il s'est énervé, mais c'est pas comme ça. S'il voulait provoquer Reigns pour que Reigns monte son jeu et qu'il s'énerve un petit peu, je pense pas qu'il fallait aller jusque là. Et moi franchement il y a des trucs qui étaient, en fait c'était très bon parce que c'était choquant, mais c'était trop choquant pour être à la fin si on me dit que j'ai apprécié le truc, non, je l'ai pas apprécié. Au bout d'un moment, je regardais la promo et je faisais genre, il y avait le choc en même temps, le plaisir du choc et en même temps le... Il y a des trucs qui disent que j'ai vraiment pas apprécié sur Reigns. Ils essayent de refaire une rivalité qui est à peu près l'équivalent de Cena contre le Rock. Sauf que Roman Reigns, c'est pas le Rock, il a pas la répartie. Et là, il y a Cena qui est quand même, j'ai envie de dire une petite pute, quoi, parce qu'il tacle là où ça fait mal, il tacle au moment. Il avait déjà fait ça la semaine dernière avec le Miz. Le Miz qui arrive, qui bute sur le Barclays Center et il lui casse sa promo, alors que le Miz, il tenait un truc là, il venait en disant que voilà, il voit à quoi ressemble le Barclays Center plein et tout, mais il se fait casser direct par Cena, sans pitié. Pareil, quand on l'a vu contre Baron Corbin, il s'est foutu de la gueule de Baron Corbin pendant tout le match à SummerSlam. Là, il vient et j'ai pas l'impression qu'il a envie de lâcher le morceau et de servir la soupe à Roman Reigns. J'étais un peu perplexe quand le segment a commenté justement sur le positionnement de Cena qui arrive comme ça, comme un roquet. Et après, donc, Reigns a commencé à parler. Je me suis dit, d'accord, donc en fait, c'est l'inverse. Ils vont servir la soupe à Reigns pour qu'il détruise Cena. Mais en fait, Cena, il est trop fort. Il a vu une ouverture, il est rentré dedans, il a cassé le genou. J'ai pas l'impression que Cena, il a envie de prendre sa retraite. J'ai pas l'impression qu'il a envie de retourner à SmackDown. J'ai l'impression qu'effectivement, comme il dit, il a envie de refaire le main event de Mania.
et qu'il a pas l'intention de laisser sa place tout de suite, et que si Roman Reigns il veut se positionner comme le top babyface de la compagnie et le mec, le leader du vestiaire comme il se revendique, ben va falloir qu'il bosse un peu plus que ce qu'il a sorti sur l'année qui vient, même s'il a fait du très bon boulot, mais là maintenant il est dans une rivalité où il faut que ça trash talk, et ça c'est son point faible, et ben ça va être l'entraînement ultime contre Cena. Alors je suis d'accord avec toi, il a peut-être été un peu loin Cena, mais c'est ce qu'il faut si on veut sortir quelque chose de Roman Reigns. Il faut pas qu'il s'endorme sur ses acquis, il va falloir qu'il se lève le cul, et là on l'a vu tout de suite, il a été beaucoup plus convaincant dans sa répartie, dans sa façon de positionner ses mots, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être sa meilleure promo, où il avait pas l'air d'un poisson mort quand il parlait comme ça. C'était beaucoup plus percutant. C'est ce qu'il faut, je pense, pour enfin le faire passer au niveau supérieur, Reigns. Mais je pense que c'est la dernière partie en fait, moi qui me gêne. C'est vraiment, ça l'enterre un peu trop. C'est le moment où Cena, je pense limite. Après, on sait jamais où commence les thèmes qu'ils avaient sur leur fiche, et où commence l'improvisation et tout ça. Bah, la pro, c'est au moment où Roman Reigns a son trou noir. Et là où Cena place son truc. Après, le reste c'est scripté. Tu sais qu'il y en a qui pensent que c'est scripté carrément, le blanc de Roman Reigns. Mais moi, je crois pas. Hein. Je pense pas. Je trouve ça un peu trop bizarre à scripter. Et puis surtout, c'est vraiment genre. Là, tu scriptes justement un enterrement, quoi. Mais donc finalement, toute cette promo, c'est bon, après le public a tellement une haine, enfin il commence à avoir une haine déraisonnée de Reigns, que à la fin tout le monde crie Cena, et moi à la fin je me dis mais non, enfin dans la conversation, l'enculé c'est John Cena quand même. C'est ça. Bah ouais, mais il faudrait que Reigns il ait la répartie. Il a pas sorti la répartie. Puis après, c'est un peu. Le problème aussi, c'est Anderson et Gallows qui débarquent. Alors ça on sait pas. Ouais. ça c'est un peu. Je pense qu'ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont fait ça un peu pour diluer le truc en fait. Ils ont fait ça pour que ça se termine pas avec, se termine pas avec Reigns qui a la gueule dépitée, qui signe. Bon, il balance la table, mais limite en fait, il balance la table. On a l'impression qu'il est genre désespéré, quoi. Il en a plus rien à foutre. Il a juste envie d'être dans le vestiaire, qu'on arrête de l'emmerder. Parce que ce qui vient de se prendre, même si c'est prévu, même etc. Je pense que c'est un peu, c'était un peu, voire très très dur. Je suis pour moi le fait qu'il utilise, qu'il casse le quatrième mur ou le troisième mur, je ne sais jamais. Enfin bref, même si d'ailleurs Sinal l'a dit et tout ça pendant sa promo, je dis ouais, je brise le quatrième mur. Mais je suis pour. Mais on peut pas déballer tout, quoi. On peut pas genre le martyriser sur genre toute après, sa carrière là. La rivalité est pas finie. Normalement, il y aura une séquence qui va répondre à ça pour le remettre un peu d'aplomb. Mais qu'est-ce qu'on va trouver sur Cena? Il y a jamais personne qui a trouvé quelque chose un nouvel angle contre Cena. Il va falloir qu'ils trouvent quelque chose. Hein. C'est le but s'ils veulent se renouveler. Hein. Et non seulement trouver un nouvel angle, mais aussi que Cena accepte. Parce que Cena il accepte tout, bon. mais sauf des fois que les gens lui grillent la priorité. Il aime bien enterrer. C'est quand même pas faux ce qu'ils disent, il a enterré des talents. Après, est-ce que c'est des talents qui auraient vraiment fait quelque chose de transcendant? Ça c'est pas dit, mais en tout cas, non, je pense que c'est quand même un bon yes man, hein, Cena. C'est quand même le bon soldat. Hein. Et sur Anderson et Gallows, c'était normalement Samoa Joe qui devait affronter Cena ce soir. Mais Samoa Joe est blessé au genou, alors dans un house show. Donc pour l'instant, il est sur la touche, Joe. Donc du coup, c'est aussi un peu du fait à la va-vite, ça. Mais du coup, bizarrement, moi, contrairement, donc du coup, j'avais dit, je le disais au début, je suis vraiment dans la minorité. Cette promo, moi, ça m'a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que j'étais content. D'ailleurs, on rappelle que le match était pas du tout annoncé la semaine dernière. Enfin, pas du tout suggéré ou quoi que ce soit. Si, on a vu Reigns et Cena dans un segment avec, justement, il y avait Joe, je crois. Cena a quand même dit qu'il venait là pour affronter Reigns. C'est pour ça qu'il venait à Raw.
Ouais, mais il y a Joe qui mais... s'était intercalé dedans et je pense qu'on partait plutôt sur un Joe Cena, mais d'accord. Le public on avait rien à foutre parce qu'il y avait une balle de plage qui était là, donc c'était plus intéressant. Voilà, les ballons, donc, la beach ball, voilà. mania. Donc voilà, et ça m'a donné plus. J'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, parce que là, même en donnant la victoire à Reigns, j'ai du mal à. Ça va être dur de rattraper ce qu'ils ont fait cette semaine-là, qui est peut-être que tout ce qu'il a dit est vrai, mais et encore, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas forcément vrais au niveau de genre du fait que la suggestion que c'est la WWE qui lui a permis d'être là où il est. Peut-être il est arrivé là plus rapidement, mais Reigns quand même, aujourd'hui on le voit dans un pay-per-view, il a sa place en main event. C'est pas un des plus grands main eventers de l'histoire ou même de la décennie, je pense, mais mais il a pas encore convaincu une partie du public. Mais voilà, ouais. Donc, et c'est quand même, il va falloir convaincre cette partie-là. Ouais, je trouve ça un peu dur. Donc juste après. On a eu quoi? On a eu Elias Samson, qui est venu chanter une petite chanson sur Memphis. Bon, comme d'habitude, il crache sur la ville et tout ça. Et là, du coup, il y a Jerry Lawler qui est le King of Memphis. Donc, il vient pour annoncer. Enfin, il se lève et il dit Elias, t'arrives pas trop à connecter avec ton public, tout ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'y connaît en show, en musique et tout ça. Et bien qui c'est qui arrive? C'est Pelvis Wesley. Alors si vous ne connaissez pas Pelvis Wesley, c'est un des personnages de Southpaw Regional Wrestling. Qu'est-ce que Southpaw Regional Wrestling? Et ben c'est une mini-série sur la chaîne YouTube WWE qui parodie les fédérations de catch des années. À chaque fois je me gourre, moi je dis 70 ou un truc comme ça. 80. Alors, ils sont dans les années 80. Voilà. J'ai regardé le truc il n'y a pas longtemps là et ils donnent des dates. Et donc voilà, c'est bien sûr un catcheur habillé en Elvis Presley, joué par Heath Slater. Et donc il arrive et puis il se prend une branlée par Elias Samson. Enfin bon, au début il commence à danser. C'est le vieux sketch, ça ils le font tellement de fois où il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui est pas très important, qui vient danser à côté généralement c'est d'une star, et la star commence à danser, et puis au bout d'un moment la star décide de lui mettre un DDT ou un truc. Donc voilà, rien de spécial, on va passer allez regarder Southpaw. Ouais, allez regarder, ouais, Southpaw Regional Wrestling, c'est très bien. Si on notera que le public en avait rien à foutre. Pelvis Wesley, il connaissait pas. Ouais, non, les gens connaissent pas, c'est un truc de YouTube très peu connu. Mais ils s'amusent bien à faire ça, les catcheurs, donc on verra peut-être d'autres, des petits crossovers. Ouais, moi je veux voir, merde, comment il s'appelle le personnage qui est joué par Tyler Breeze? Ah, je sais pas son nom, mais l'espèce de promoteur. Ouais, le promoteur immobilier qui prend qui réussit à hypothéquer la maison de Rousseff. Et Rousseff et Lana qui jouent des fermiers, enfin des campagnards quoi. Et donc du coup Tyler Breeze qui annonce donc du coup son match contre Rousseff, il fait c'est pas moi qui catchera, il est devant la mer comme ça, c'est ma créature de la mer que j'ai appelée Sea Creature. Et là t'as un mec avec un costume de monstre marin mais dégueulasse. C'est génial, regardez-le, c'est en plus c'est très court. Et ça vous permettra de voir John Cena sous un très bon jour, puisqu'il fait le présentateur et qu'il est très très drôle avec Fandango qui fait le fils du producteur qu'on a pris en présentateur complètement bourré, qui est en train de boire du whisky de temps en temps, qui grogne des trucs. Bref, c'est génial. Banks contre Bliss, c'est le main event de ce soir. Un petit peu genre le main event qui fait c'est un peu difficile de passer après Reigns Cena, mais bon. Donc on a aussi juste avant Sasha Banks en coulisses qui nous apprend qu'elle a désormais les cheveux bouclés.
Donc, Banks, Étonnant. ce que j'ai retenu. Lors de son Elle a toujours annonce. sa patate dans la bouche qui l'empêche de parler correctement. Oh non. Et aussi j'ai noté lors de son annonce, parce que les deux superstars se font annoncer par, je sais plus, une annonceuse dans le ring. Sasha Banks a pas vraiment une pop énorme. Hein. Non. Limite Alexa Bliss en a une meilleure. Et donc Corey Graves va rappeler pendant ce match qu'il y a pas mal de bad blood entre les deux. Un petit peu, alors j'ai l'impression que la WWE fait ça de plus en plus, enfin énormément en ce moment, de rappeler des choses qui se passent dans la réalité pour les gens qui suivent Twitter, les rumeurs, tout ça. Donc les rumeurs disent que Sasha Banks, Alexa Bliss, dans la réalité, ça se passe pas génial. On va passer au match. Donc Banks domine largement les 5 premières minutes, elle se la pète tellement qu'on se demande si c'est une heal. Hein. Bliss revient après la pub. Avec quelques coups bas, hein, elle est à l'extérieur du ring, elle commence à prendre un peu le dessus sur Sasha Banks. On a ensuite un duel qui s'accélère, sunset flip de Sasha, grosse mandale d'Alexa Bliss, enchaîné ensuite par je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de flip où elle la tient, c'est un peu un comment Canadian Destroyer, hein, marteau ouais. pilon ah voilà c'est ça, ouais, le Canadian Destroyer. Donc elle tente ensuite sa petite combinaison de gymnaste, là, le double knees, mais Banks contre. Ça commence à ressembler à une grosse baston à coups de coups de pied, de coups de poing. Bliss, après un duel sur un des poteaux, réussit son premier superplex de sa carrière à la WWE, je pense. Donc magnifique superplex, hein, et puis truc qu'on voit quasiment jamais, hein, chez les filles. Elle laisse Sasha à terre, mais met beaucoup de temps à ramper, hein, parce qu'elle s'est fait, elle s'est fait mal en kayfabe, mais elle s'est fait mal. Elle rampe pour la couverture, mais à ce moment-là, Sasha la réceptionne dans le bank statement. Alexa Bliss réussit à le transformer en tombée, puis enchaîne avec une sorte de dirty deeds, hein, je dis parce que ça ressemblait à ça, et ça fonctionne. 1, 2, 3, victoire d'Alexa Bliss. L'histoire qu'on nous a racontée pendant le show, c'était que Sasha Banks n'arrive jamais à garder son titre à chaque fois qu'elle a une victoire, quoi, contre la championne. Et bah c'est une nouvelle fois vrai. Sasha Banks a perdu au match qui a suivi sa victoire, qui a suivi le moment où elle a eu la ceinture. Bref. Sasha Banks perd donc du coup une nouvelle fois le titre, et Nia Jax arrive pour fêter la victoire. Donc on nous rappelle au commentaire un petit peu pour rattraper l'écriture de Raw où Nia Jax une semaine sur 2 est pas vraiment l'ami de Alexa Bliss, mais si vraiment, etc. Là on nous rappelle Nia Jax c'est la super pote, hein, c'est la super pote d'Alexa Bliss, n'oubliez pas. Et là donc du coup elle va voir Alexa Bliss, elle dit ouais trop bien, elle voit Banks qui bouge encore un petit peu dans le coin du ring, elle va lui foutre un petit coup l'histoire de la mettre à terre. Et puis Alexa Bliss, Nia Jax, elle prend Alexa Bliss sur son dos, elle fait ouais championne, tout sourire, et là elle regarde face caméra, elle passe du sourire au regard ultra sérieux et elle balance Alexa Bliss derrière elle. Sam sur le ring, et bien sûr c'est pour rappeler que Nia Jax finalement pendant tous ces mois elle a demandé à chaque fois à Alexa Bliss, dis donc moi je veux une opportunité dès que c'est possible, je veux une opportunité, voilà. Donc elle va l'avoir son opportunité, et finalement Sasha Banks est écartée une nouvelle fois. Qu'en penses-tu, Ringside, déjà du match? Moi j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai trouvé. Ouais, le match était propre. Ouais, c'était pas. Voilà. C'était pas le plus grand match. Exceptionnel, mais moi je me suis pas ennuyé. En tout cas, je me suis pas ennuyé dans ce match. Non, moi non plus. Non, c'était plutôt bien exécuté. Voilà, Sasha Banks, elle vend toujours admirablement. C'était plutôt bien monté. On sent qu'il n'y a pas trop d'alchimie entre les deux. Effectivement, le truc qu'elles s'aiment pas, on sent que c'est là parce qu'elles y vont pas franco, mais Alexa Bliss, elle a bien monté son niveau, elle fait plus de botch comme elle en faisait à une époque, c'est quand même beaucoup plus propre. Sasha Banks, c'est Sasha Banks, hein, donc c'est quand même la meilleure catcheuse du monde quasiment. Non, c'est Charlotte. Je sais, ouais, moi je préfère Sasha Banks quand même. Chacun sa chouchou. Je mettrais Sasha Banks, Asuka et Charlotte. Mais
c'est pas ça le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire perdre Sasha Banks une semaine après l'avoir, ou 2 semaines après sa victoire à SummerSlam? Qu'est-ce qu'ils essayent de l'enterrer complètement, ou je sais pas c'est quoi leur but. Je comprends qu'ils mettent le paquet sur Alexa Bliss, mais là ils sont en train de tuer un personnage, ils ont déjà tué Bayley. Ils sont en train de tuer Sasha Banks. C'est pas un gimmick ça, la championne qui arrive pas à conserver ses titres. C'est pas ce qu'on a envie de voir quand on regarde du catch. Tout ça pour faire quoi? Alexa Bliss contre Nia Jax, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Est-ce qu'on a envie de voir Nia Jax blesser Alexa Bliss? Quand ils auront blessé Alexa Bliss, ils seront contents, ils auront plus personne. On aura Nia Jax contre Sasha Banks. Voilà, hein, on refera ça jusqu'à ce que Sasha Banks soit blessée, puis après ils mettront peut-être Emma ou. Est-ce que c'est. Alors voilà, on récompense Alexa Bliss, Nia Jax de blesser les autres catcheuses. Je suis vraiment perplexe, je trouve que c'est mauvais. Ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu nocif pour la division. J'aime beaucoup Alexa Bliss, mais elle a eu son règne, ça a fait son temps. Quand on a Sasha Banks dans le roster, c'est des gens sur qui il faut parier. Il faut monter la division sur. J'ai toujours dit qu'il fallait monter la division sur Sasha Banks. Tu la remets au placard comme ça après un règne de 2 semaines, c'est triste. Est-ce que c'est déprimant, moi je trouve. Je sais pas si je confonds mon opinion avec ce que j'entends du public. Est-ce que finalement Sasha Banks, à cause de son incapacité au micro, est-ce qu'elle est pas elle est pas en train de, enfin, elle était pas justement un peu en train de retomber au niveau du public? Enfin, je t'ai dit, il y avait pas une pop énorme à l'arrivée de Banks. Ah oui, ils l'ont tellement plombé, Sasha Banks, depuis un an, qu'au bout d'un moment, le public, effectivement, il lâche un petit peu l'affaire. Hein. Ça, c'est le résultat des bookings de merde. Après, le fait qu'elles fassent pas des promos correctement, faut voir aussi ce qu'on leur fait raconter. Oui, il y a ça aussi. Ce truc de script, on sait pas qu'est-ce qu'elles valent vraiment si on les lâche, on leur lâche la bride comme ça. Hein. C'est peut-être plus efficace que ce qu'on peut voir là. Hein. C'est sûr qu'elle est, en plus, elle est dans un personnage face qui lui convient pas vraiment, puisque à la base, c'est quand même un heel. Il y a vraiment tout qui joue contre elle. Elle arrive encore à s'en sortir, à sortir des matchs qui sont quasiment toujours très très bon, et quand on connaît ce que c'est la division féminine à la WWE depuis des décennies, c'est quand même un putain d'exploit. Et comment elle est récompensée avec un règne de 2 semaines c'est le théorème. Sa place à Alexa Bliss, hein. C'est quand même je pose des questions quand je vois ça. Ils sont un peu schizophréniques, je pense, à la WWE. Là pour le coup, c'est le théorème, la personnalité prime, et en ce moment, c'est sûr que je vais pas dire le buzz, mais la plus grosse attraction féminine en ce moment, je pense que ça devient Alexa Bliss, parce que les gens aiment ses mimiques, ils aiment bien ses vannes en coulisses. Elle a quand même, je sais pas à quel point elle transforme les textes qu'elle sort, mais par exemple la petite promo, j'en ai pas parlé, elle était en coulisses. Justement, c'était une promo sur le fait que Sasha Banks perdait sa ceinture à chaque fois. Elle était délivrée, mais parfaitement. Hein. Elle était vraiment excellente, malgré le fait que finalement la promo est pas géniale. Enfin, c'est juste dire ce soir une nouvelle fois elle va perdre parce que c'est destiné comme ça. Et puis la reine retrouvera son trône. On l'a entendu 100 fois ça. Mais c'était bien fait. Et Banks à côté qui disait non, pas ce soir je vais gagner, etc. C'était moins convaincant. Mais tout ça c'est des mots, c'est pas dans le ring, c'est sûr. Bon, donc mais le plus chiant, je pense, dans toute cette histoire, enfin bon, pour l'instant Bliss gagne la ceinture, mais je sens qu'ils vont la filer à Nia Jax. Le plus chiant, je pense, dans cette histoire, c'est surtout, et ça je l'ai entendu pareil encore dans un autre podcast, c'est que c'est vrai que si on fait le bilan, la ceinture féminine passe de main, mais tout le temps, tous les 2 mois. Tête chaude. Elle ne servait à rien du tout cette victoire-là. Alors, je suis pas contre le fait que ça change assez rapidement de main les ceintures, mais là, franchement, sur ce point-là, sur ce règne-là, c'est complètement inutile. Hein. Après, néfaste, plus qu'inutile, néfaste. Finalement, ils font tout ça pour rebasculer sur un retour de Bayley pour battre Nia Jax. Parce que finalement, ça sera enfin ils réutiliseront la recette d'NXT qui avait
vraiment bien marché à l'époque. Moi j'avais beaucoup aimé le dernier match entre Bayley et Nia Jax. Ouais. Donc on sait pas, mais en tout cas on sent qu'ils font pas confiance. En général, en fait, j'ai l'impression qu'ils font pas confiance aux filles. Ils donnent la ceinture à quelqu'un et ils lui font pas vraiment confiance. Alors qu'il y a du potentiel. Et ce qui est un peu le contraire de SmackDown qui avait filé la ceinture à Naomi pendant 300 ans et que ça a rien donné et ils l'ont continué son règne a duré, je pense, trop longtemps. Moi. Et puis voilà l'utilisation de Charlotte à SmackDown. Ouais, voilà. Et puis voilà, maintenant avec Ric Flair, du coup, elle était absente pendant. Enfin, le problème de santé de Ric Flair, ça fait une semaine qu'il est malade ou deux, à tout casser. Oui. Hein. Elle a été quand même mise au placard depuis quelques mois. Hein. Je me pose des questions. Il n'y avait pas une autre. Je sais pas s'il y avait une autre raison, mais donc voilà. Un Raw étrange. Un Raw étrange. On va passer au top, au flop et à la note, comme d'habitude. Je te laisse ringside commencer. Alors, mon top, je vais le mettre à Neville parce que j'ai oublié de mentionner que sa promo de cette semaine, quand il fait Ever and Ever and Ever, c'était en écho à une promo légendaire de Terry Funk lors de sa première retraite, je crois, sachant que Terry Funk a fait légende du catch hardcore. Ça fait 20 ans qu'il prend sa retraite à peu près tous les 5 ans. C'est devenu son fonds de commerce, prendre sa retraite. Donc voilà, c'était sympa d'avoir cette promo un peu spéciale pour les marques, petit clin d'œil. Pour les smart, pardon, je me mélange. Le flop, il va aller à la défaite de Sasha Banks, qui est pour moi, je sais pas, une hérésie. Et puis la note, je vais mettre un 3 parce que c'est quand même cette promo de Cena et Reigns, c'était quand même quelque chose de pas banal. Et ça, par contre, ça fait avancer les choses. C'est un grand coup de pied dans la fourmilière. Un instant qui va rester quand on va faire le bilan de l'année. Donc voilà, on va quand même mettre 3. Ok. Le truc que j'ai pas dit sur Cena, en fait, c'est que je trouvais aussi assez hypocrite que le gars il parle du fait que la compagnie, enfin que du coup la WWE fasse tout ça pour lui, etc. Enfin que le protège, etc. Alors que finalement, ouais, c'est il a eu le même traitement. Bon après, c'est sûr que le résultat est pas le même. Mais, bref, mon top. Qu'est-ce que c'est mon top? C'est mon top. Mon top, c'est la doublette Rollins-Ambrose. Enfin non, du coup, Rollins-Cesaro et Sheamus Ambrose. 2 très bons matchs à la suite. Une histoire qui est finalement presque cette semaine, ça m'a rendu encore plus intéressant. Donc voilà, j'adore ce qu'ils font tous. Bon, je les aime tous. Un peu moins Ambrose, mais bon, voilà, ça fait partie de mes catcheurs préférés. Donc bravo les gars, continuez. J'espère qu'ils vont trouver d'autres idées pour vous tenir parce qu'il y a 4 semaines avant prochain pay-per-view. 4 semaines. S'ils n'arrivent plus à faire des histoires qui tiennent 4 semaines, tu me diras SmackDown, ils ont 6 semaines, je crois. Et du coup, mon flop, je vais pas le mettre à Cena, mais mon flop, c'est Emma. Mon flop, arrêtez. Soit vous la laissez chez elle. Elle est pas venue là pour souffrir, quoi. Non mais vraiment, soit vous la laissez chez elle parce que vous l'aimez pas, etc. et vous attendez la fin de son contrat, ou vous l'amenez et vous la mettez, même si c'est mal écrit, etc. mais juste mettez-la dans un match, etc. Qu'elle gagne de temps en temps, peut-être en tag team, peut-être avec une filouterie ou un truc comme ça. Un truc pas important, qu'elle touche pas le titre, d'accord, ok. Faites pas ça, faites pas genre la meuf qui est fan de Twitter, qui se fait... Qui a gagné, mais elle est tellement vide de son personnage. Maintenant, c'est du vide intégral. C'est digne d'un gimmick, même de l'époque où elle était avec Santino Marella, même c'était moins pire.
Donc du coup, c'est pénible. Vous avez quelqu'un qui est meilleur dans le ring que Nia Jax. Donc voilà, et elle a un personnage et elle sait parler au micro. Emma est bonne au micro, quoi. Donc je sais pas si vous lui en voulez pour je sais pas quoi, mais bordel, elle a à peu près tout ce qu'il faut pour être dans le cercle avec Bliss et compagnie. Donc au bout d'un moment, ça m'énerve. Ouh, je boue. Je vais mettre quand même grâce au match tag team, la promo, enfin une partie de ce segment avec Reigns, Cena qui était quand même au moins choquant. Et puis moi j'ai bien aimé quand même le Alexa Bliss Bex. Donc voilà, 3, ouais. Pareil, c'était un bon Raw avec des choses énervantes, avec deux choses qui m'ont énervé vraiment. C'est vrai, il y avait des trucs très très énervants et des choses qui étaient bien réussies. Donc c'est ouais, on est dans le 3. J'ai l'impression qu'ils sont très provocateurs en ce moment. La WWE, ils veulent vraiment genre c'est ça. Ils veulent nous... Mais bon, ils veulent des réactions. Tout ça pour qu'on regarde la semaine prochaine, hein, bien entendu. Ouais. C'est toujours le but. On vous dit donc du coup, j'allais dire, on vous souhaite une bonne semaine, mais d'abord je vais faire la petite auto-promo. Vous nous retrouvez sur iTunes, vous nous retrouvez sur PodCloud, et vous nous retrouvez bien entendu sur YouTube, hein, si vous nous voyez dès à présent. Coucou. On est sur YouTube. Et on susurre des mots aux auditeurs. Et ben je vais remercier Ringside d'être venu. Merci à toi d'avoir présenté. Toujours un plaisir de venir. Merci. Et on vous souhaite donc du coup une très bonne semaine pleine de catch. N'oubliez pas, le Talking Catch arrive très bientôt. Il y en a un par mois. Abonnez-vous si vous le voulez rapidement. Et oui, abonnez-vous parce que peut-être qu'il arrivera le samedi, peut-être le dimanche, peut-être le lundi, le mardi, qui sait. Mais ça va être début septembre. On vous fait des gros bisous. Salut. Ciao, ciao.